Bonjour et bienvenue dans cette leçon dédiée aux principaux éléments de circuit et en particulier aux sources de courant et sources de tension qui vont être l'élément primordial pour donner l'énergie à nos différents éléments de circuit. Nous allons après l'introduction voir les notions de modèle de circuit, voir comment ces sources de courant et de tension peuvent être définies. Nous verrons ensuite les différents composants de base et au final dans cette leçon comment on modélise un circuit complet. Tout d'abord, nous allons définir une notion relativement simple, celle de dipôle, respectivement tripôle et quadripôle. Qu'est-ce qu'un dipôle? C'est un composant qui va avoir deux bornes. Donc on peut le modéliser ou le dessiner de manière assez simple. C'est un bloc comme ceci sur lequel on a deux bornes. Ça peut être un élément comme une résistance, comme une capacité, comme une inductance. Ce peut être également une source. Un tripôle, par une évidence liée à la définition du dipôle, c'est un élément qui va avoir trois bornes. On le trouve principalement dans les circuits triphasés lorsque les composantes liées au régime triphasé vont comporter trois impédances. Donc, par exemple, un circuit que nous observerons dans les leçons futures avec trois bornes. Donc voici par exemple un tripôle. Et enfin un quadripôle qui va avoir, et c'est un petit peu plus compliqué, quatre bornes qui entrent dans ce quadripôle, plus rare, mais également possible, avec finalement un circuit, deux entrées, deux sorties, ou vice-versa, que l'on va noter ou que l'on va définir comme un quadripôle. Le premier élément que nous allons définir, fondamental dans la pose ou la définition d'un modèle équivalent d'un circuit électrique, c'est la source de tension. La source de tension est, par convention, notée de cette manière, c'est-à-dire un cercle traversé par une barre verticale et deux bornes. On a donc typiquement ici un dipôle, noté ensuite avec une flèche vers le bas, la tension. On a donc ici, à cette borne, la terre ou le neutre ou la partie la plus basse de la différence de potentiel. Donc on va noter partie la plus basse. Et on a, à contrario, vers le haut, la partie haute du potentiel. Et par définition, dans la source, avec les conventions que nous avons vues lors des premières leçons de ce MOOC, lorsque la tension va de la partie la plus haute à la partie la plus basse, le courant circule de bas en haut, comme dessiné sur ce schéma. On a donc ici ensuite un circuit de charge, c'est-à-dire qu'on branche sur cette source une résistance, une capacité ou tout autre, ou une combinaison de ces différents éléments. Et puis à votre droite, vous avez un graphique qui vous permet de constater ou de noter finalement ce que débite cette source comme courant en fonction de la tension. On découvre alors un phénomène ou disons une caractéristique étrange de cette source, c'est que finalement cette source produit la même tension, elle est constante, quel que soit le courant débité par cette source. Il est évident que ceci n'existe pas dans la nature. Il est impossible, quel que soit le courant débité par cette source, de pouvoir finalement avoir une tension toujours strictement constante. Donc ceci est une source que l'on va appeler idéale. Elle n'existe pas, entre guillemets, dans la nature, pourrions-nous dire. Elle ne représente donc pas le modèle correct d'une source de tension que nous pouvons trouver dans la technique comme une batterie, une pile ou une alimentation normale. Cette source-là, en réalité, va avoir sa tension qui change avec le courant débité. Alors donc, nous allons définir cette source de tension idéale de cette manière. On a donc une tension avec deux bornes. Nous savons que cette source est idéale. Elle n'existe pas dans la nature, mais elle va être d'un immense secours pour la modélisation finalement de la vraie, ou on va l'appeler source de tension réelle, lorsque nous y arriverons tantôt. Un élément important, c'est justement le court-circuit. Un cas spécial ou particulier, le court-circuit.
Qu'est-ce que c'est qu'un court-circuit? Eh bien, prenons une source, une tension U, un courant débité ainsi, et on branche cette source sur un fil, et donc on met notre source en court-circuit. Eh bien ici, le courant, puisque je reprends le graphique vu précédemment, j'ai une tension quelconque, quel que soit le courant, et cette tension est soi-disant toujours identique à U. Or, ceci est impossible, puisque si je fais un court-circuit, la tension que j'ai ici vaut 0 volts. Et on voit donc ici déjà un premier problème. Et donc, on voit ici l'impossibilité d'avoir ce type de source dans la nature. On peut faire de même avec la source de courant. C'est encore plus difficile à s'imaginer puisque la source de courant n'est pas un élément habituel dans la pratique, dans l'utilisation de l'électricité. On parle souvent de sources de tension, mais peu de sources de courant. On verra par la suite, lorsqu'on étudiera les théorèmes de Thevenin et de Norton, que finalement, ce sont deux manières de modéliser la même chose. Mais l'idée de la source de courant, c'est d'avoir un objet défini comme, de nouveau, un cercle, mais avec cette fois-ci une barre, non plus verticale, mais horizontale, et un courant débité, défini par la source elle-même. Et aux bornes, alors, va apparaître une tension. On va pouvoir également, sur cette source de courant, définir ou brancher un circuit de charge. Et vous avez ici de nouveau à votre droite un graphique tension-courant. Le courant est défini par la source et on voit ici que quel que soit le courant débité par la charge, de nouveau, la tension va s'adapter ici. C'est de nouveau, comme précédemment, un élément impossible à avoir dans la réalité. On va donc appeler cette source de courant une source idéale qui n'existe pas dans la nature. Alors, pour refaire le même schéma, on a ici une source de courant, I. J'ai ce dipôle, et imaginons que je ne branche pas cette source sur quelque chose. Par définition, il ne peut pas y avoir de courant qui circule. Or, on vient de voir sur le schéma précédent que le courant est débité, quel que soit ici ce que je mets aux bornes de cette source. Donc, circuit ouvert. Autrement dit, on ne branche rien. Le courant devrait être nul. Or, c'est impossible ici avec la définition qu'on en a faite de cette source de courant. On a donc de nouveau ici cette impossibilité et il faudra qu'on modélise autrement la source de courant réelle que l'on va voir tantôt. Alors comment finalement rendre cette source de tension idéale en source de tension réelle qui corresponde à ce que nous avons dans la technique? Eh bien, d'une manière assez simple, par l'adjonction d'une résistance à la suite de la source de tension idéale. Alors je vous montre ce que ça donne. On a donc tout d'abord notre source de tension, U, suivie d'une résistance que l'on va appeler RI. Pourquoi RI? Parce que résistance interne de la source. Voici donc notre nouveau dipôle qui caractérise finalement ici, en tout, ceci va être ma source réelle. Alors on va essayer de s'en convaincre pour être certain qu'on a fait le bon choix. Alors tout d'abord, on va noter ici un U0 à la source pour bien dire que cette source U0, c'est la source de tension idéale. On aura finalement, en utilisant cette source, jamais cette tension U0 aux bornes ici du circuit U. Et c'est cette source U qui va être la vraie tension que l'utilisateur va voir de sa source. Alors, on définit tout d'abord, U0 va être la valeur de la source idéale. RI, comme on l'a dit précédemment, par définition, va être la résistance interne de la source réelle. Et enfin, U
va être la valeur de la tension de la source réelle. Ainsi, si on applique Kirchhoff à ce petit élément tout simple, en prenant U, U0 et la chute de tension aux bornes de la résistance RI, on peut écrire, en sachant que la somme des tensions est nulle, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on a moins U0 plus RI fois I. Je note I majuscule en prenant comme convention que ici, on a un courant continu, et avec un I qui est comme ceci. Donc, moins U0 plus RI fois I plus U est égal à 0. Si on remet tout ceci ensemble, on a que la source de tension réelle, U, est égale à U0 moins RI fois I. Ça, par définition, c'est une source de tension réelle. Alors, je vous disais tout à l'heure que finalement, dans la source de tension idéale, on avait une impossibilité. Essayons de voir ici maintenant, si on a réussi à modéliser correctement, nous ne devrions plus trouver d'impossibilité. Alors, nous allons faire un petit graphique de cette source de tension avec ici, de nouveau, U et I. On constate tout d'abord, quand I vaut 0, que U vaut U0. Donc, au départ, nous allons nous trouver, par exemple, ici. À l'arrivée, c'est-à-dire lorsque U va valoir 0 en court-circuit, on a que U vaut 0. Donc, on a que U0 moins RI fois I vaut 0. Ainsi, U0 est égal à RI fois I. Et au final, ce courant de court-circuit, donc je vais rajouter un indice CC, vaut U0 sur RI. Ce U0 sur RI peut être par exemple ici, U0 sur RI, qui est mon courant de court-circuit particulier. Et entre les deux, j'ai donc une droite qui me permet de définir ici la caractéristique de la source de tension réelle. Et vous voyez que ceci correspond de manière relativement différente, puisqu'au lieu d'avoir une horizontale avec une tension permanente, quel que soit le courant, j'ai une tension qui diminue en fonction de l'augmentation du courant, jusqu'à une valeur, finalement, où cette tension aux bornes de la tension réelle vaut 0. À ce moment-là, on court-circuite complètement la source, et le courant de court-circuit, c'est-à-dire le courant maximum que peut débiter cette source, vaut U0 sur RI. On a donc ici défini un modèle qui correspond de manière fiable et correcte à ce que l'on peut trouver dans la réalité. Cette source de tension réelle qu'on vient de définir, on peut faire de même avec la source de courant qui va devenir alors une source de courant réelle, et par définition, cette source de courant réel va être de même, ici un courant I, transformé par l'adjonction en parallèle d'une résistance interne. Là encore, cet élément ou ce bloc devient une source de courant réel. Là aussi, l'impossibilité que nous avions avant en circuit ouvert nous permet de modéliser parfaitement, correctement ce phénomène, puisqu'en ne branchant rien ici sur cette source, on a le courant débité par la source I qui va simplement se refermer dans la résistance interne. C'est la manière de pouvoir modéliser de manière correcte cette source de courant réel. On verra dans les chapitres suivants également que cette source de tension réelle et cette source de courant réel ont une équivalence, peuvent être équivalents, et cette équivalence, nous découvrirons qu'elle est présente si cette résistance interne est la même pour la source de tension que pour la source de courant réel. Donc, ce modèle décrit la réalité. Ceci m'amène au dernier élément dont je voulais vous parler dans cette leçon, c'est finalement comment on modélise un circuit complet avec des éléments de ce circuit et avec une source de tension comme ici U0. Encore une fois, je vous rappelle les notions, les définitions liées à ce que nous avons convenu comme convention de signe.
Nous avons donc convenu qu'avec la source qui va du potentiel le plus haut au potentiel le plus bas, le courant circule dans le sens inverse. Puis dans les éléments, la tension par exemple aux bornes de cette résistance va dans le même sens que le courant. De même ici, la tension aux bornes de l'inductance. On a ici le courant, alors la tension aux bornes de cette inductance va de nouveau, alors on va mettre des indices, L1, L2. Ici on a de nouveau UR, mais on va noter 2. On a ici un U d'une capacité et enfin la tension ici pour la troisième inductance L3. Ceci nous permet finalement, à l'aide de conventions simples et d'une écriture correcte, d'appliquer ensuite les équations de Kirchhoff. Mais il est fondamental pour ça d'avoir une convention unifiée qui nous permette de ne pas inverser les choses d'une maille à l'autre, ce qui fausserait absolument la pose après des équations lorsque nous sommes dans les équations de Kirchhoff. Pour terminer, pour conclure, j'aimerais ainsi vous rappeler que le modèle des sources de tension et des sources de courant idéales doivent être finalement complétés, comme on l'a vu, avec une résistance interne pour la rendre réelle, donc finalement soit en la mettant en série pour la source de tension, soit en la mettant en parallèle pour la source de courant. Ensuite, le sens de courant et des tensions dans un schéma complet, comme on l'a vu juste ici à la fin, doit respecter un sens défini au préalable. Vous pouvez définir ce sens par vous-même. Il n'y a pas un sens juste ou un sens faux. Ce qu'il faut surtout, c'est l'avoir de manière unique du début à la fin de l'analyse de votre circuit. Merci.